Bonjour à toutes et à tous, je suis Deborah Barton, la directrice du Centre des études allemandes et européennes. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici ce soir pour le lancement des deux livres importants et intéressants. Le premier, Le droit et son auteur, Otto Kirchheimer, et la critique de l'état de droit de Augustin Simard, et aussi un regard sobre, révélation et histoire chez Walter Benjamin d'Olivier Doré. Et ces deux ouvrages font partie de collections pensées allemandes et européennes, dirigées par Philippe Dupois et Augustin Simard. Et le Centre des études allemandes et européennes est vraiment très fier de cette collection. C'est une collection interdisciplinaire qui comprend des traductions d'auteurs ou de penseurs classiques tels que Nietzsche, Weber, ainsi que des monographies et des ouvrages collectifs qui apportent un éclairage nouveau sur des thèmes propres à la pensée intellectuelle allemande et européenne. Ce soir, nous allons commencer par un résumé du livre de Benjamin par Georges Leroux, suivi d'une réponse d'Olivier Doré, et ensuite un résumé du livre de Kirchheim par Richard Viana, suivi d'une réponse d'Augustin. Et il y aura un deuxième et aussi un troisième échange. Et vous, le public, aura ensuite la chance de poser aussi vos questions. Donc, je tiens avant à remercier des auteurs, Augustin et Olivier, et aussi Philippe et encore Augustin pour leur excellente direction de la collection, et aussi pour organiser cet lancement que je sais serait très, très intéressant ce soir. Et aussi, naturellement, last but not least, merci à la librairie, le Porte de Tête, pour nous accueillir ce soir. Donc, je vais donner la parole à Georges Leroux pour commencer son résumé du livre de Olivier. Merci. Je vais me rapprocher Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici pour me retrouver dans un monde que j'aime beaucoup, qui est celui justement de la pensée allemande. Je félicite les auteurs, mais aussi les presses de l'Université de Montréal et leur formidable collection. On doit toujours rappeler qu'elle a été fondée par Guy Rocher. Et quand on se demande pourquoi Guy Rocher s'est mis en tête de faire cette collection, c'est qu'il faut toujours se souvenir qu'il était un spécialiste de Max Weber. Et donc il avait une passion pour la sociologie allemande, et donc c'est un peu comme ça qu'il s'en est approché. Alors d'abord j'aimerais dire un mot très rapide, un peu par manière de liminaire à mon intervention, sur ma place ici avec vous ce soir, c'est-à-dire mon rapport personnel à Benjamin. Le livre d'Olivier m'a absolument conquis, et figurez-vous, je vous le croirai si vous voulez, que j'avais oublié que je l'avais déjà lu. Et quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit, il me semble que je le connais, ce livre-là, mais je l'avais évalué pour les presses. Alors, c'est un peu un hasard sympathique, mais c'est une chance pour moi de me retrouver donc dans le monde de Benjamin. Et ceux qui ont un peu l'âge de se souvenir, disons ça comme ça, se souviendront que une grande partie de mon activité a été placée sous l'égide, si j'ose dire, de Walter Benjamin, les années où j'ai fait à la radio culturelle de Radio-Canada, pendant 15 ans, une émission qui s'appelait Passage, dans laquelle, à l'ouverture de chaque émission, nous lisions une des thèses
sur la philosophie de l'histoire, le réalisateur étant lui-même un grand lecteur de Benjamin. J'ai nommé François Ismer, hélas déjà décédé. Et donc Benjamin était vivant avec nous durant toutes ces années. Il nous aidait dans la mesure du possible à suivre bien sûr les choses qui nous intéressaient, en particulier la question de l'histoire, mais aussi la question des images. Cette émission était préparée pas seulement par François, mais aussi par Jean Larose, qui jouait un grand rôle. Jean était professeur, il est retraité maintenant, mais au département d'études françaises de l'Université de Montréal, et il avait pour Benjamin une réelle vénération. Un autre lien que je voudrais rappeler, c'est pas tellement moi-même que la question du milieu dans lequel ce livre intervient. C'est un milieu qui, malgré les apparences, est vivant. C'est le milieu du cinéma. Je viens d'apporter ici, je ne peux pas l'offrir à chacun de vous, mais je l'ai offert à Olivier, un petit livre qui a été fait par le cinéaste Carlos Ferrand, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui a fait un film sur Benjamin. Ça s'appelle Un ludodrame de Walter Benjamin, et ce livre est en fait une collection de, comment on appelle ça, des clips d'images de cinéma, et donc ça permet de le rappeler. Ce serait une belle occasion, l'apparition de ton livre, Olivier, de remontrer ce film un de ces jours. Alors voilà, donc c'est un peu le contexte dans lequel je voudrais inscrire ce que je m'apprête à vous dire. Alors, je ne veux pas parler trop longtemps parce que l'important est d'écouter notre ami Olivier. On m'a demandé de poser 3 questions. J'essaierai au moins d'en poser une qui est importante pour moi. Mais auparavant, il était question de dire un mot de ce qu'il y a dans ce livre. Alors, pour dire la vérité, il y a beaucoup de choses. Vraiment énormément de choses. Et c'est impossible véritablement de vraiment le résumer. Mais au hasard d'une page, dans l'introduction, il y a l'idée qui est échappée par l'auteur que devant la prolifération des études sur Benjamin, dans tous les domaines, Olivier rappelle avec raison qu'il n'y a pas de texte, ou pratiquement aucun texte de Benjamin, qui ne soit pas devenu l'icône d'une pratique artistique, d'un travail sur les médias, d'un secteur de la théorie, et ainsi de suite. Évidemment, le texte le plus connu, c'est la question de la reproduction, la question de l'aura, ça c'est sûr, c'est absolument notable, mais il y a beaucoup de textes qui ont eu et qui connaissent encore un destin qu'on pourrait appeler théorique ou artistique, vraiment déterminé. Alors, à ce moment-là, Olivier dit dans son introduction, tu me corrigeras, j'ai entrepris d'y mettre de l'ordre. Alors, cette expression m'a frappé, je dirais même qu'elle m'a choqué, parce que s'il y a quelque chose que ce livre n'est pas, c'est une mise en ordre. Au contraire, c'est une exploration qui veut tenir compte de tout, avec toutes les dimensions placées dans des polarités qui sont vivantes. Je ne ferai pas le travail que lui-même pourrait assumer tout de suite, de résumer ces polarités. Il y en a plusieurs qui sont, comment on pourrait dire, distinctives, qui sont quelque chose qui n'appartient qu'à Benjamin, ça c'est sûr. Mais donc le livre est d'une richesse extraordinaire. C'est un livre, il faut me pardonner, j'ai l'âge que j'ai, c'est un livre juvénile. Comme on dit d'un oiseau qu'on voit en forêt, on dit c'est un juvénile, ça veut dire un oiseau qui n'a pas encore tout à fait développé toutes les caractéristiques de ce qu'il peut faire. Et dans le cas d'un livre sur Benjamin, c'est pas simple d'être autre chose que juvénile, c'est-à-dire c'est pas simple d'adopter un style où on ne se met pas en partant au point de départ dans une attitude que j'appellerais, disons, mimétique. Il y a énormément de passages dans ce livre qui auraient pu être écrits par Benjamin lui-même, c'est-à-dire
des phrases, même quand on n'écrit pas en allemand, qui sont allemandes dans leur principe. Donc ça c'est notable. Je pense qu'il le reconnaîtra lui-même. Alors donc je n'entreprends pas de résumer les 4 chapitres très importants sur le langage, la rationalité, sur les images, sur le conflit entre la théologie de l'histoire et le matérialisme historique. Ce dernier thème étant le plus rebattu de tous dans l'interprétation. Je note seulement une chose, avant d'aller vers ma première question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je note seulement une chose, c'est à quel point, pour un lecteur qui n'est pas instruit de l'érudition béniaminienne, les bas de page du livre d'Olivier sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils sont non seulement instructifs au sens où vous apprendrez que, par exemple, sur la question marxiste, Jameson a fait un livre qui est majeur, tout ça vous l'apprendrez, mais vous apprendrez aussi à quel point lui a des opinions sur la plupart de ses commentateurs, sait comment les situer, sait comment les mettre en dialogue entre eux. Alors, c'est un livre, pour moi, qu'on puisse dire formidable. Alors, donc, et je le dis vraiment, j'ai beaucoup fréquenté Benjamin, un peu moins ces temps derniers, mais je pensais avoir la capacité de vous dire, lisez-le. C'est vraiment... Si vous ne connaissez pas du tout Benjamin, préparez-vous à de sérieuses glissades, mais autrement, c'est très bien. Alors, si ça ne fait rien, je vais tout de suite vers une question. Alors, je voudrais, suivant ta méthode, qui est une méthode rétrospective, c'est-à-dire ce que le livre n'est pas, c'est un suivi chronologique des écrits de Benjamin, des premières publications jusqu'au livre des passages trouvés dans une valise alors qu'il s'est donné la mort sur la frontière espagnole. Donc, ce n'est pas un défilé de l'œuvre de Benjamin. Au contraire, c'est une tentative inspirée par une méthode qu'on pourrait discuter de lire cette œuvre d'un point de vue rétrospectif, c'est-à-dire ce qui arrive en quelque sorte en premier est déjà dans une relation de généalogie avec ce qui va se produire en dernier et réciproquement. Donc si on voulait compliquer les choses, on ne pouvait pas trouver une meilleure manière de faire. C'est toujours plus simple de faire un récit. Vous savez, il a fait ça d'abord, il a fait ça ensuite, mais là, on va vers quelque chose qui est extraordinairement riche, qui est de parvenir à ce point de maturité où on peut lire ce qui s'annonçait déjà. Alors, donc ma question en fait s'amorce plus exactement à partir d'une note très importante. Il y a beaucoup de tes notes qui sont vraiment remarquables, mais il y a une note très importante sur le texte de 1916, dans la conclusion de ton livre à la page 204, mais je ne veux pas qu'on y aille, ça prendrait trop de temps. C'est une note qui me touche personnellement beaucoup. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est une note sur l'origine de la tragédie. Pas sur le texte de Nietzsche en tant que tel, la naissance de la tragédie, encore que, mais sur le fait que la mélancolie, qui est peut-être la caractéristique principale de toute l'œuvre, dans son lien à l'origine de la tragédie, dans ce texte de 1916, comme tu l'écris, doit être observé comme si ce qui va conduire au texte central, on peut le dire, de ton livre, l'origine du drame baroque allemand, Trauerspiel. Donc, c'est sûr et certain que cette note est très très importante, vous allez voir pourquoi. Je me permets de prendre quelques minutes pour ça. On m'a demandé de poser une question, mais je ne te ferai pas l'injure de demander une affaire plate. On va aller tout de suite vers quelque chose que tu poses toi-même et qui est vraiment intéressant. Alors, quelle est ma question? Dans ta conclusion, alors que tu parles justement de cette question-là, tu veux bien entendu illustrer ta méthode. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a conduit à ce regard généalogique. Et tu cites à cette occasion-là un ensemble de liens qui ne sont pas forcément évidents pour un lecteur non prévenu, avec la pensée d'Abby Warburg, avec Panofsky, bien sûr, sur la mélancolie, avec le monde de Panofsky, de Saint-Sul, bien sûr, et aussi et surtout, parce que c'est celui que nous connaissons le mieux ici,
peut-être, enfin moi particulièrement, avec Raymond Klimanski. Ça, c'est important, c'est fait un peu au passage. Et la question est la suivante, c'est un jour, je crois que Philippe était avec moi, nous étions chez M. Klimanski. Il est décédé, comme vous le savez, en 1905. Il était né en 1905, il est décédé, en 2005. Il allait avoir 100 ans quelques jours plus tard. Et Philippe lui avait demandé, tu t'en souviendras sans doute, Philippe, un peu de parler de son rapport à Benjamin. Et pourquoi il n'en parlait jamais, etc. Et Klimanski s'est crispé. Tu te souviens? Il s'est crispé et il a dit, ça c'était le monde de Berlin. En voulant dire, nous, qui sommes les gens du Neckar, les héritiers de Novalis, les romantiques, etc., nous n'étions pas dans ce monde où le romantisme révolutionnaire, le matérialisme historique avait une prise, et ainsi de suite. C'était pas du tout notre monde. Ce qui explique donc un peu que dans Saturne et la mélancolie, qui est le chef-d'œuvre de ce trio, je rappelle, donc Saxel, Panofsky et bien sûr Klimanski, c'est la figure mélancolique, en fin de compte, la gravure de Dürer, et ainsi de suite. Or, je vais plus vite, parce qu'autrement tout ça va prendre trop de temps, mais la question c'est, j'ai été étonné dans le livre, dans ton livre, que cette question si importante de la mélancolie, qui est en fait le noyau abstrait au fond de ton travail, la ligne de fuite, comme tu l'identifies, entre la tristesse et l'allégorie de la philosophie, la forme philosophique comme résultant d'une dialectique de l'histoire et de la nature, que cet aspect ne semble pas t'avoir intéressé davantage. C'est-à-dire que c'est sûr que le Trauerspiel, le drame baroque allemand, tu le résumes parfaitement, tu dis le contexte dans lequel ce texte intervient, tu dis un peu aussi les visées de l'œuvre, les conditions d'émergence, la destruction des formes de l'expérience, la guerre de 14, la technicisation des médias, l'émergence de l'expressionnisme. Et là, d'ailleurs, tu as un paragraphe que j'ai aimé beaucoup sur la recherche d'un nouveau pathos, avec ta note sur Agel Assis. Cette figure-là m'a absolument passionné personnellement. C'est vraiment extraordinaire que tu la cites. Et donc, la question c'est pourquoi est-ce que cette limite-là est tombée dans ton travail? Pourquoi est-ce qu'il fallait peut-être ne pas la franchir, c'est-à-dire ne pas aller au-delà de ce qu'était de ce qu'étaient au pluriel les thèses de l'origine du drame baroque allemand, et ne pas aller vers ce qui aurait permis de faire une conjonction, ou en tout cas au moins un lien avec la mélancolie et le livre Saturne et la mélancolie, enfin qui sont après tout des œuvres qui sont pratiquement contemporaines, on pourrait dire, au moins dans l'histoire. Elles se répondent, elles ont un contexte d'intervention qui est à tout fait utile le même. Et donc ça, de ce côté-là, j'ai été un peu, je suis resté sur ma faim, en gros, c'est ça. Donc, excuse-moi d'avoir été long, mais je pense que ton livre a beaucoup de matière sur toutes ces questions. Voilà. Est-ce que tu veux... Bon, tu bon, par quoi commencer? Oui, c'est sans doute un livre juvénile, en quelque sorte, avec une part de mimétisme. Mais j'ai vraiment cherché à m'en extraire. Et d'où, si on veut, je pense, à la fois la limite de ne pas avoir basculé dans la question de la mélancolie dans l'origine du drame baroque allemand, mais aussi d'où l'absence de chronologie de mon traitement.
c'est qu'au début, ce travail-là devait porter sur l'origine du Tran-Barakaman, presque exclusivement, et sur la forme de l'allégorie. Mais en commençant à parcourir l'œuvre et à parcourir les commentaires, j'ai été très confus de me retrouver dans des commentaires qui étaient tout à fait contradictoires et qui allaient dans plein de directions et qui, en quelque sorte, morcelaient l'œuvre là où je voulais la lire avec une unité philosophique. Ce qui fait que ce programme-là, au début de travailler sur la forme allégorique, a été transformé en essayant de reconstruire l'unité de cette œuvre-là. Et cette unité-là, si j'ai pas suivi le cours chronologique de son œuvre, c'est parce que je me suis rendu compte que la réception avait surdéterminé la lecture qu'on faisait de cette œuvre-là. Elle avait surdéterminé en la morcelant, et j'ai voulu, si on veut, refaire le récit de ce morcellement qui est lié à son contexte d'édition par ses premiers éditeurs. Je vais pas reprendre en détail cette édition-là, mais cette édition-là, elle est formée par différents acteurs qui sont Adorno, Hannah Arendt, Gershom Scholem, qui ont eux-mêmes proposé, en éditant les textes, des interprétations qui tiraient l'œuvre dans différents domaines et qui, si on suit par exemple la voie de Scholem, voient les pôles de cette œuvre-là, que sont le matérialisme historique et la théologie, comme incompatibles, comme contradictoires. Et donc, pour, si on veut, tendre vers l'unité de cette œuvre-là, il a fallu que je passe par le point final, l'endroit où les pôles ont été le plus distendus, comme je l'ai écrit dans le livre, pour recomposer rétrospectivement qu'est-ce qui faisait l'unité de cette œuvre-là. Donc, je pars de l'opposition la plus forte entre matérialisme historique et théologie, entre concept et image aussi, pour revenir vers l'unité de cette œuvre-là, qui est l'articulation entre opacité et lucidité, entre image et concept, entre matérialisme historique et théologie. Donc ça serait la manière un peu de m'expliquer sur pourquoi le travail Hirschfeld apparaît à la fois comme un des objets principaux, mais aussi comme un peu absent en même temps, qu'il n'est pas confronté, si on veut, de front. Pour la question de la mélancolie, disons que pour juste un mot sur Trauerspiel, disons qu'une des choses qui est surprenante dans ton livre, c'est effectivement l'absence du contenu de Trauerspiel. C'est-à-dire que si on voulait se poser, nous, comme contemporains, en répondant à une des questions que Philippe et Augustin nous ont envoyées, à savoir l'actualité et le renouvellement de la théorie critique, il faudrait quand même être capable de répondre à cette question. Pourquoi ce contenu est absent de la culture européenne? En gros, ce serait ça. Mais je suis content que tu le notes. Je t'ai interrompu. Non, ça va. C'est chargé le travail, donc c'est pas exactement par quel bout le prendre, mais disons que pourquoi il est absent, je l'indique un peu dans le livre, c'est au fond à cause de l'analogie de structure entre l'époque contemporaine de Benjamin et le phénomène de l'expressionnisme, et la situation de blocage historique et de catastrophe historique dans laquelle se trouvaient les auteurs de Tran-Barakaman. Et la liaison entre le Trauerspiel et la théorie critique, c'est à la fois cette actualisation-là de cette forme qui s'oppose au symbole tel qu'on avait hérité le début du XXe siècle, le symbole qu'on retrouve dans le classicisme et dans le romantisme allemand. Et lui oppose une forme qui n'est pas la forme, si on veut, de la réconciliation ou la forme de l'unité d'une image et d'un sens, d'une situation historique et d'une transfiguration historique, mais qui est, au contraire, si on veut, l'expérience elle-même du fait que les significations dans l'histoire se morcellent et qu'elles n'atteignent pas cette identité-là symbolique. Et qu'on peut refaire un travail sur l'histoire, sur les médiations historiques, comme des significations mortes, dont on doit faire le montage pour présenter la forme même de l'aveuglement de la situation dans laquelle on se trouve.
Donc, ça serait, si on veut, ma réponse. Pour ce qui est de la mélancolie, je ne sais pas si j'ai été intimidé en quelque sorte par le fait que Philippe, c'est son sujet de prédilection. Mais dans tous les cas, moi, je suis moins penché sur ces questions-là. Évidemment, j'ai beaucoup bénéficié de la perspective des recherches de Philippe, mais je ne me sentais pas habilité à discuter le rapport entre l'Institut Warburg et Benjamin. Dans tous les cas, la question de la mélancolie, pour moi, relève de cette idée d'une constitution historique de la subjectivité et du rapport critique avec elle. Ce que Benjamin fait, c'est de proposer une image du contexte historique dans lequel le drame baroque surgit, dans lequel il y a à la fois l'objectivité historique des événements politiques et sociaux, d'un côté, l'anthropologie politique qui se trouve dans le livre, et la forme subjective qui correspond, qui répond de manière motrice à cette objectivité-là, par rapport à ces deux pôles-là, par rapport auxquels la forme allégorique cherche, si on veut, à transfigurer son présent, mais sans réussir à le faire. Et donc, pour moi, ça relève d'une question qui est importante, mais qui sort du cadre du baroque. La mélancolie étant une forme historique de forme de subjectivation qui est amenée à changer, comme dans l'expressionnisme. Ce sont des phases transitoires. Donc, ça serait ma réponse. Si je peux me permettre, à la fin de ton livre, tu commentes assez durement cette attitude comme un échec. Tu dis il y a beaucoup de formes qui nous montrent à quel point c'est inachevé et que c'est un échec. Et ça me permet de donner, on pourrait dire, un soubassement à ce que tu viens de dire. Oui, merci beaucoup. Bon, voilà, ça c'est une bonne entrée en matière pour son livre. Merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Je m'appelle Richard Yanda, je suis professeur à l'Université McGill à la faculté de droit. Ces livres remarquables méritent d'être lus attentivement en raison de leurs propos. Ils peuvent et doivent être lus comme un point d'entrée dans la pensée d'écrivain. S'il vous plaît, je dis gros parce qu'on n'entend pas très bien. Non, mais je pense qu'il y a un problème avec le micro. Là. Ah, est-ce que... Ah oui, là, c'est bon. Ça, est-ce que c'est mieux? Excusez-moi. Je pense qu'il n'y avait pas de micro. Alors, je recommence. Ces livres remarquables méritent d'être lus attentivement en raison de leurs propos. Ils peuvent et doivent être lus comme un point d'entrée dans la pensée d'écrivain. Otto Kirchheimer et son cercle d'une part, Walter Benjamin d'autre part, dont les idées méritent bien sûr l'attention pour elles-mêmes. Mais il est très difficile de ne pas céder à la tentation, dans le cas des deux livres, de les lire comme un miroir de notre époque. Dans mes brèves remarques, je reconnaîtrai que j'ai entièrement cédé à cette tentation et je chercherai à vous offrir ce même fruit empoisonné à vous qui êtes réunis ce soir. Je suis profondément conscient de l'avertissement lancé par Olivier Doré à la fin de l'introduction détaillée de son livre. Je cite, « L'histoire ne resserre pas les plats et il ne faudrait pas qu'une conclusion naïve des temps nous rende doublement aveugles à l'urgence et à la singularité de l'événement. » Fin de la citation. J'essaierai du mieux que je peux d'esquisser la manière dans la forme d'enquête poursuivie par Kirchheimer et, dans une certaine mesure, Benjamin, nous aide à poursuivre la tâche d'actualisation du présent. Donc, je commence avec Otto Kirchheimer et la juridicisation déjuridicisée de l'Unrechtsstaat. J'ai donné un sous-titre volontairement monstrueux. Augustin préfère le mot tératologique à ce qui me semble représenter l'apport le plus subtil et le plus profond de la pensée de Kirchheimer. De plus, Augustin situe magistralement la spécificité de Kirchheimer par rapport aux idées entrelacées d'Ernst Fraenkel et de Franz Neumann,
sans oublier l'éminence grise Carl Schmitt. La grande question qui préoccupait les émigrés allemands aux États-Unis dans les années 40 était de savoir comment comprendre et caractériser l'État nazi et surtout sa relation avec le droit. La première tentative convaincante et empiriquement bien construite fut celle de Fraenkel, qui élabora la thèse de l'état dual nazi, une coexistence à la limite de l'indistinction entre un ordre juridique libéral bourgeois qui apaisait les attentes des citoyens allemands et un ordre de prérogatives arbitraires dans lequel, pour reprendre les termes de Machiavel, je cite, le spectacle satisfit le ressentiment des habitants et les frappa en même temps de terreur. Fin de la citation. Neumann et Kirchheimer concluent que Fraenkel reste en quelque sorte trop nostalgique de l'ordre libéral bourgeois qui voit surgir ici et là au hasard. Au contraire, Neumann retrace l'émergence d'un behemoth anti-étatique et anti-léviathan composé de 4 grands blocs de pouvoir: la haute fonction publique fédérale, l'industrie lourde, le parti nazi et l'armée. Ces blocs donnent naissance à un pluralisme totalitaire rendu possible par une déformalisation du droit et un recours croissant au Generalklausel, formule juridique générale et indéterminée qui ouvre la voie à un pouvoir discrétionnaire illimité. Kirchheimer parvient à saisir le fonctionnement de ce mécanisme à travers une dialectique négative. En même temps que le bon vieux droit bourgeois de la justice corrective, contrat, obligation extracontractuelle, se rétrécit, se déjuridicise face à une administration galopante de décisions politiques distributives. L'administration revendique la forme juridique et juridicise in extenso l'ensemble de son appareil. Selon Augustin, je cite, « Le droit peut ainsi librement coloniser son environnement, mais à condition de ne plus fonctionner comme droit. » Fin de la citation. Le non-État nazi devient un Unrechtsstaat. Le droit est son autre. La politique, l'économie, la structure sociale restent dans une zone d'indétermination, et je cite, qui s'accroît avec le passage à un capitalisme organisé par de vastes cartels de production. Fin de la citation. Vous avez donc compris le titre de ce livre, Le droit et son autre. Permettez-moi d'identifier quelques croisements, mais aussi quelques écarts conceptuels entre la constellation juridique de Kirchheimer et celle de notre temps, du moins telle que je la conçois. L'aporie qui surgit lorsque le droit et son autre restent dans une zone d'intermination me semble d'actualité. Et je dirais même que la dialectique négative décrite par Kirchheimer s'est depuis lors enrichie de quelques tours et détours supplémentaires. Que dire de l'immense effort de déconstruction de l'État administratif au nom d'une légitimité populaire originale? Puisqu'on déclare que le droit est devenu hautement politique dans son effort pour rendre la justice distributive, on est prêt à le bloquer et à le détruire au nom du droit. Kirchheimer ajouterait toujours que ces luttes ne peuvent être comprises sans percevoir la guerre de classe sous-jacente. Et que dire de l'effort pour utiliser le droit afin d'arrêter cette tentative de destruction, ce qui qualifie les procédures juridiques d'éminemment politiques selon les partisans de la déconstruction. Mais il y a des écarts aussi. La crise juridique américaine se situe au-dessus d'une construction de l'état de droit, the rule of law, qui, à certains égards, rejette le Rechtsstaat hegelien et weimarien, d'où mon étonnement devant la fascination que Carl Schmitt, spécimen tératologique s'y en est, exerce encore, même aux États-Unis.
Pour conclure, je voudrais faire un bref commentaire sur le riche livre d'Olivier Doré. Olivier nous ramène au texte de Jeunesse de Benjamin sur le Trauerspiel, comme on vient d'entendre, le jeu de chagrin ou du deuil. Il nous apprend que le Trauerspiel, je cite, incarne ce qui pourrait rester de la révélation après la chute. Fin de la citation. Que signifierait, selon la formule d'Olivier, d'appeler la tristesse à se conjurer elle-même pour se sauver dans le processus d'écriture? J'ose affirmer que Kirchheimer, mais aussi Neumann et Frankel, ont écrit des Trauerspiel. Mais la révélation continue à passer par ces étapes, et donc les Trauerspiel, qui s'ajoutent à ceux de Benjamin et d'autres, devront être écrits tant qu'il sera possible d'écrire. Bravo. Merci. Je vais prendre d'abord une première seconde pour remercier Richard de Yanda d'être avec nous et d'avoir proposé cette lecture. Il y a un défi, évidemment. On pourrait dire qu'en un sens, notre collection est schizophrène, c'est-à-dire qu'on a osé quelque chose qui est de mettre à la fois ensemble des ouvrages, un ouvrage qui était plus proprement, il y a un feedback, hein? Ouais. Plus proprement plus proprement philosophique et mon ouvrage qui porte essentiellement sur le droit, sur l'histoire de la doctrine juridique, ensemble, en se disant qu'au fond, il y avait quand même et je suis surpris qu'on n'en ait pas parlé, mais il y a quand même un terme commun à tout ça qui est l'école de Francfort, et Kirchheimer et Benjamin baignaient dans cette, en fait, sont rapportés à cette constellation de l'école de Francfort. Et je pense qu'un des buts peut-être, c'était pas c'était un des buts à moi, mais c'était peut-être pas nécessairement le but d'Olivier, mais d'essayer d'une part d'essayer d'ouvrir un peu l'étau de l'école de Francfort, qui est largement en tout cas pour partie une construction éditoriale. C'est-à-dire ça a été une manière de présenter les livres, les thèses, ça a été une manière de remettre un peu Benjamin à la mode à un certain moment donné en disant que c'est comme l'origine de l'école de Francfort, Kirchheimer de dire qu'il faisait partie de l'école de Francfort, etc. Même si tout ça est formellement vrai, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement publié dans les Zeitschrift für Sozialforschung, ils étaient effectivement en liaison avec Adorno dans le cadre de Benjamin, Horkheimer et Neumann dans le cas de Kirchheimer, et c'est évident qu'il y a une intertextualité marxiste en quelque sorte qui englobe leur réflexion, mais il nous semblait important d'essayer de s'affranchir de cet étau, et d'où un peu aussi la proposition de ce soir de mettre ces deux figures en parallèle. Je remercie Richard parce que Richard, au fond, tu as un titre, c'est quelque chose qui se choisit un peu à la dernière minute. Et c'était pas, j'étais pas certain du titre jusqu'à la toute fin. D'ailleurs, il y avait une erreur à un moment donné dans le titre que dans la première version de la maquette. Et je me suis dit, bon, le droit et son autre, c'est suffisamment mystérieux et ambigu pour bien passer comme titre. Mais j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose derrière ça. Il y a quand même certains morceaux, il y a certains moments dans le livre où je mentionne, je pense, de l'autre du droit, etc. Mais je pense que Richard m'a un peu rassuré sur le fait que j'étais pas le seul à voir ça, mais qu'il y avait effectivement une sorte de thèse qui parcourait l'analyse, je disais l'analyse que Kirchheimer propose du droit, mais aussi au fond l'analyse que je reconstruis à partir des discussions dans lesquelles Kirchheimer était situé. Et je vous dirais que pour reprendre un peu reprendre la question de Richard, un élément qui m'avait Richard parle d'une juridicisation d'un droit déjuridicisé. C'est un mot compliqué à traduire, Verrechtlichung, c'est pas judiciarisation, c'est vraiment juridification, juridicisation. Mais c'est ce qui m'avait frappé, c'était lorsque je faisais des recherches sur le Unrechtsstaat, c'est-à-dire l'état de non-droit, ou le contraire de l'état de droit, je tombais tout le temps sur des monstres. C'est-à-dire que c'était l'État nazi,
Le terme Unrechtsstaat a été utilisé aussi pour désigner dans un débat polémique dans les années à la fin ou dans les années 2000 l'État est-allemand. On se disait « un Unrechtsstaat », etc., etc. Et je trouvais qu'à chaque fois, il y avait un élément d'extrême complaisance à dire que nous, on a le Rechtsstaat, eux l'avaient pas, mais aussi d'opposer ainsi le droit et la force. Le droit et son autre vu comme étant la lumière et l'obscurité, hein, the law and the lawlessness, l'inverse du droit. Et ce qui me semblait, c'était un peu la motivation derrière le livre, c'était d'essayer de retrouver une sorte d'analyse de ce couple, hein, qui soit davantage l'idée que l'autre, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui va demeurer à l'extérieur, c'est ce qui résiste, et c'est ce qui va, en un sens, indéterminer le droit. Et c'est la manière dont Kirchhammer va analyser la colonisation. Certains diraient la colonisation du monde vécu ou des différents rapports sociaux, des différents conflits, disons, sociaux par les formes juridiques et l'effet de rétroaction que cette colonisation a sur le droit, hein, cette espèce d'élément de forme d'érosion, de dissolution, hein, des formes juridiques à travers toute une série de mécanismes paralégal, extra-légal, etc., de règlement des conflits. Donc, c'est cette espèce de dynamique-là qui m'intéressait et qui était un peu occultée par notre tendance, peut-être qui est propre à la philosophie politique ou à la philosophie en général ou à la théorie politique que je parle pour ma paroisse, d'essayer de chercher des réponses rapidement. De dire, OK, là, il y a le bien puis il y a le mal, il y a ça vers quoi il faut aller, hein, il y a ça vers quoi ce qu'il faut à tout prix éviter. Et on est très bon depuis 1945 pour savoir c'est quoi le mal et ce qu'il faut éviter. Mais il me semblait qu'en revenant vers ces auteurs un peu qui avaient vécu cette situation-là, qui étaient aussi des juristes et qui voyaient la complexité des médiations, de s'apercevoir qu'il y avait un élément, il y avait une éventualité qui était plus probable et qui était l'indistinction, qui était cette espèce d'état incertain du droit et qui, plutôt que nous inviter à une réponse claire et précise, quand on sort dans la rue, on revendique des droits, nous montre comment la dialectique fait en sorte que le mal est dans le remède aussi. Hein, le mal est dans le remède. Donc, c'était un peu le défi que je m'étais lancé en écrivant ce livre-là. Et à la fin, je me suis retrouvé à dire, bon, quel titre je lui donne. Et je suis content que Richard ait confirmé que c'était un titre qui n'était pas seulement un coup d'éditeur, en se disant il faut un titre simple, clair, percutant, mais que s'il y avait aussi une substance derrière ce titre. Est-ce que, si je peux poser une question, est-ce que j'ai raison de voir, en fait dans les deux livres, mais je l'ai constaté surtout dans ton livre, Augustin, quand même une analyse sobre de la situation contemporaine. C'est-à-dire que si tu t'intéresses à Kirchhammer, si tu t'intéresses à ces juristes-là, c'est parce que tu sembles voir une certaine clé d'analyse de notre situation actuelle. Pas une superposition directe ou parfaite, mais quand même un point d'entrée important. Est-ce que j'ai raison? Oui, bien sûr, Richard. S'il y avait un nom que je voudrais donner pour essayer de décrire cette méthode, malheureusement, j'ai pas trouvé il n'y avait pas de rapport entre ces deux personnages-là, mais c'était Kirchhammer et Brecht. Ouais. C'est l'effet de distanciation, c'est-à-dire c'est l'effet par lequel en jouant en quelque sorte avec le mécanisme, en entrant dans le discours du droit, mais en mettant en abîme les formes qui nous font adhérer spontanément à cette... Il n'y a personne qui veut pas le droit. Il n'y a personne qui dit
vivons, on veut le règne de la force, etc. Tout le monde est pour la primauté du roi. Mais qu'est-ce que cette force d'adhésion, qu'est-ce que ça nous dit, cette espèce d'évidence massive que il nous faut le droit, que la politique, ça consiste à reconnaître des droits, à garantir des droits, à revendiquer des droits, à lutter pour des droits, etc., etc. Est-ce qu'il est possible d'interrompre ce mouvement qui nous porte naturellement à parler de ce langage-là, non pas pour le rejeter, mais pour se regarder aller en quelque sorte, hein? Se interroger les a priori qui rendent possible cette identification, je veux dire, aristotélicienne, pour parler dans le langage de Brecht, hein? Et la mettre la déranger, la briser un peu. Et c'est ce qui m'avait semblé à l'œuvre dans la méthode de Kirchhammer. S'il y a un élément de critique qu'on peut garder aujourd'hui, c'est cette espèce d'utilisation ludique ou enfin détraquée du langage du droit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous d'autres questions, Georges, pour Malheureusement, je me sens bien démuni. Vous avez épuisé. Peut-être je vais tenter une dernière question pour essayer de mettre un peu en dialogue les deux livres. J'ai senti, en lisant le texte d'Olivier, après avoir lu le texte d'Augustin, bien sûr un autre niveau de discours, comme Augustin vient de mentionner, un discours purement philosophique, mais en même temps une préoccupation semblable pour saisir comment la réponse aux catastrophes, aux crises d'une certaine époque nous enseigne sur la façon de répondre à notre propre situation. Alors est-ce que j'ai raison d'avoir détecté aussi dans le texte d'Olivier la volonté d'actualiser d'une certaine façon, sinon la pensée de Benjamin, au moins le type de démarche que Benjamin fait face à la confrontation avec catastrophe? Oui, certainement. En fait, je suis intéressé que tu parles de distanciation parce que effectivement, en tout cas, dans le cas de Benjamin, la chose est très présente et importante, et elle fait partie de ce travail-là d'actualisation. Revisiter le passé, c'est toujours pour revisiter ce qui du passé reste dans le présent et médiatise le présent pour, en quelque sorte, l'occulter. Jacques, oui, c'est un livre de philosophie. Il s'intéresse au présent dans une certaine mesure. On pourrait dire que c'est peut-être les prémices ou les prolégomènes à une activité philosophique qui devrait, disons, prendre à bras le corps l'actualité. Et oui, j'en tiendrai à ça, au fond. Puis cette distanciation-là, il s'agit d'un regard sobre, c'est un regard qui arrive à montrer le présent tel qu'il est, mais tel qu'il ne peut pas nous apparaître dans les conditions dans lesquelles on se trouve. Et c'est d'intensifier une forme de regard qui passe par une méthode de présentation, qui passe par un travail philosophique, qui, par le détour du passé, par le détour des médiations actuelles, donc par du passé actuel, va au-delà du donné. Montre ce qui mérite de périr, en quelque sorte, ce qui mérite d'être haï, et dégage les voies de ce qui peut aller au-delà de ce qui pose problème en ce moment. On éviterait, s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions, ce serait le moment. Non. Je peux peut-être lancer le bal. Vas-y, Christian. Avec une question que tu vas détester parce que ça va paraître trop lyrique. Mais dans les deux cas, en fait, on assiste quand même à quelque chose qui m'apparaît assez important. Ce sont deux témoins de l'échec de Weimar.
Et en fait, pour aller dans le sens de Georges au sujet de la réponse de Klibanski, quand Klibanski, ça c'est le nom de Berlin, ce n'est pas le nom, il n'en demeure pas moins qu'ils sont tous témoins de l'échec de Weimar, en fait. Et je serais curieux de voir, en fait, comment cela nourrit leur œuvre, justement par rapport à, notamment, bon, par exemple, à la question de la mélancolie, mais aussi par rapport à quelque chose qui est un projet intellectuel qui est en quelque sorte condamné à partir du moment où ils sont, là je parle bien sûr avant l'avènement du nazisme en tant que tel, c'est-à-dire que déjà au moment même de la création de Weimar, puis ensuite les années qui ont suivi, les plus courtes années qui ont suivi, sont déjà, disons, témoins de quelque chose qui est, pour employer un titre d'une œuvre connue, d'une chronique d'une mort annoncée, d'une certaine manière. Et je serais intéressé à savoir dans quel cas, est-ce que il y a quelque chose qui est comme est-ce que leurs œuvres sont une caisse de résonance par rapport à cet échec anticipé de Weimar? Est-ce que tu veux te lancer sur Weimar? Je vais essayer, oui. C'est un gros absent dans ton livre. Absolument. Mais, effectivement. Ben, c'est un absent, puis en même temps, c'est partout présent. Et c'est peut-être parce que, pour Benjamin, la question de la catastrophe du temps présent, elle n'est pas déterminée seulement par l'échec de Weimar. C'est sûr que ça compte, puis ça détermine les coordonnées de son propre travail critique, mais est plus généralement liée, en fait, au capitalisme, puis à ses métamorphoses historiques, puis pour Benjamin, qui conduit au fascisme. Donc, oui, bien sûr, Weimar est inclus dans ce récit-là, mais ça va bien au-delà. Et je pense que la question de, par exemple, l'actualité de l'échec de Weimar ou l'actualité de l'état de non-droit nazi nous concerne encore aujourd'hui parce qu'on en reste, même si c'est à une forme aggravée ou à d'autres formes, à une forme d'impasse historique qui partage toute une série de coordonnées qui sont ceux d'un auto-aveuglement, puis d'une répression continue, en fond d'un reflet de l'histoire qui sont, pour Benjamin, à certains moments, le prolétariat, mais aujourd'hui, clairement, l'exploitation des terres et du travail en font partie aussi. Donc, mais juste, tu me permets j'ai quand même l'impression, en fait, que c'est la forêt qui cache l'arbre, c'est-à-dire que la volonté de voir Weimar comme un cas de figure et non pas un cas particulier qui mérite d'analyser en soi-même, mais de le voir simplement comme finalement un épiphénomène justement du capitalisme avancé, ça aussi, ça fait partie de l'échec politique de Benjamin d'une certaine manière. Parce que, voilà, du coup, les moyens de la résistance, les moyens de la lutte se trouvent complètement évanouis parce que le cadre d'analyse devient extrêmement général. Si je peux me permettre de prendre la balle au bon, Christian, ta question touche juste, mais elle est très pertinente pour le cas de Kirchheimer, qui est un critique, qui est précisément critique dès le début Weimar, comme étant et qui partage avec Benjamin, et ça fait deux justement, ils ont lu à peu près les mêmes, ils ont lu les Ferdinand, ils ont lu les textes, disons, du marxisme allemand de ces années-là, d'un marxisme plus comment dire, qui commence à penser des formes de capitalisme avancé, donc à des formes de capitalisme qui ne sont pas nécessairement liées à la concurrence et au marché, mais à des formes de cartélisation, d'institutions de vastes Konzern, hein, c'est tous les moments où se constituent les grands consortiums allemands, et la manière dont ces Konzern ou ce passage en gros d'un capitalisme marchand de concurrence à un capitalisme de monopole ou un capitalisme d'État, comme va dire l'école de Francfort par la suite, tout le débat avec Pollock sur la question du capitalisme d'État est là. Cette transformation-là, je pense qu'ici, Kirchheimer et Benjamin sont extrêmement fondés de voir, de sentir que l'échec de Weimar est symptomatique. Et c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement. Je sais que tu voudrais qu'on puisse dire, au fond, ils auraient dû être un peu moins déterministes. Enfin, en gros, ils auraient dû être un peu moins marxistes pour permettre une forme d'action politique, disons, significative.
Et oui, je pense qu'il plaide coupable sur cet aspect-là, mais je ne pense pas que ce soit l'échec de leur œuvre pour autant. Non. Absolument pas. Et leur actualité un peu dérangeante aujourd'hui, je pense, nous montre que, au contraire, leur puissance d'analyse est intacte. Et même si la réponse qu'ils nous ont donnée, enfin, ils nous ont pas donné de réponse. Mais si je peux me permettre là-dessus, en lien avec ton livre, Olivier, c'est que c'est sûr qu'il y a plusieurs absents dans le livre. Et un des absents, bon, vraiment c'est sûr, mais c'est le livre des passages. Et quand Benjamin répond à Adorno et Horkheimer, qui sont aux États-Unis, pour justifier son travail sur les passages, qui est évidemment en rupture absolue avec tout ce qui se faisait auparavant, et en particulier avec l'analyse marxiste, et qu'il en remet, il y a deux textes, à deux reprises, parce qu'ils vont cesser de le financer si il ne fait pas un pas plus déterminé dans le sens du marxisme. C'est des lettres terribles. C'est l'argent de Benjamin, c'était ça. Et donc, alors il répond à deux reprises que, enfin, il est d'une franchise absolue. Et qu'il est en chemin pour faire ce pas-là. Et donc, il nous invite, malheureusement, comme vous le savez, la tragédie, c'est que le livre des passages n'a jamais été publié, mais il nous invite à lire son travail sur les formes du capitalisme avancé, la vitrine de la marchandise, le magasin, enfin bon, tout ça. Il nous invite à lire ça dans le sens même où eux intervenaient. Donc, je crois que tu as raison, c'est quelque chose qui doit absolument être regardé de très très près, dans le sens que tu dis. Oui. Il y a peut-être d'autres questions? D'autres questions? Tout le monde a hâte de prendre un verre. Ben oui, on va s'arrêter là. Ben merci à nos intervenants. Ben merci Olivier d'avoir participé au lancement avec nous.